On va commencer tout de suite maintenant. Bienvenue même sur YouTube, bienvenue. Parce que oui les amis, VOD sur YouTube et aussi un live YouTube. Je suis en live YouTube, donc venez. Petit commentaire, petit pouce bleu, venez sur Twitch. On est en détente. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le petit Manuel Bompard en plus de ça. Ça fait longtemps. Je sais pas, parce que vous savez, il y a eu pas mal, malheureusement, peut-être pas de la part du président de la République, mais dans une situation de guerre, la vérité est souvent la première victime de la guerre. Donc je pense que personne n'est en capacité en fait de dire qui c'est. Encore une fois. Mais vous en doutez ce matin, vous doutez de la version Hezbollah. Pardon ? Vous doutez de la version que ce soit le Hezbollah qui est tué. Je sais pas, moi je lis que le président de la République dit ça et en même temps je lis que le Hezbollah lui-même dit qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je n'en sais rien pour être honnête et j'ai pas d'éléments qui me permettent de vous dire qui c'est. Vous ne croyez pas plus le président? C'est intéressant ce qu'il dit les mecs, hein. La vérité est la première victime de la guerre. Donc là Manuel Bompard il refuse de prendre pour argent comptant que c'est le Hezbollah qui a tué le soldat français. Donc il dit que dans une situation de guerre, la vérité est souvent la première victime. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant. Donc, bon, les journalistes, j'ai l'impression qu'ils sont choqués que Manuel Bompard ose douter du président, parce que la parole présidentielle, c'est comme si c'était la parole de la vérité. Quand le président dit que c'est le Hezbollah, il a forcément raison. Manuel Bompard met en doute la parole du président. Donc là, la vérité prend l'escalier aussi. Mais de toute façon, les amis, même si dans 2 mois, dans 3 mois, on apprend que c'était Israël le coupable et c'est eux qui ont tué le soldat français, il va rien se passer, les mecs. Hein. Je suis désolé, il va rien se passer. Donc c'est ça aussi le journalisme aussi en 2026. Le journalisme fait confiance aveuglément au pouvoir en place, service public. LFI fait son travail d'opposition comme d'habitude, c'est-à-dire vérifier. Et ça les énerve. Voilà, en quelque sorte, ça les énerve. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise les mecs. Moi Macron, ça sert à rien de les croire maintenant. Macron c'est bon, moi je suis fatigué. Hein. Moi la vérité comme ça, je ne dis pas que le Hezbollah a forcément raison parce qu'il y a un démenti. Ça se trouve il y a un monde quand même où c'est le Hezbollah qui a tué le soldat français. Mais avec toutes les dingueries qu'on a apprises sur Israël, on a le droit de mettre aussi en cause le pays qu'on appelle Israël. Voilà, ça se trouve c'est eux qui sont derrière tout ça aussi. Voilà. Pardon, mais on n'est pas obligé de reprendre le narratif israélien pour justifier une guerre qui est injustifiable et qui n'a aucune justification. C'est pas une force gouvernementale, le Hezbollah. Non, mais les gens qui meurent aujourd'hui au Liban, selon les autorités libanaises, elles sont plus de 2000. Les personnes qui sont mortes sous les bombes, elles sont mortes sous les bombes de l'armée israélienne. Elles sont pas mortes sous les bombes du Hezbollah. C'est vrai. Pas des armées du Hezbollah. Non, d'abord, dans un premier temps, il faut un cessez-le-feu. Il faut arrêter l'intervention israélienne contre le Liban et ensuite il faut un accord de paix. Et ensuite, dans cet accord de paix, évidemment, c'est aux autorités libanaises constituées qu'il doit appartenir le rôle, la mission d'assurer la défense du territoire libanais. Donc vous devez permettre aux autorités libanaises de disposer de l'ensemble des attributs de leur souveraineté, y compris leur capacité à se défendre. Et alors la question du Hezbollah, en fait, se posera même plus, puisque le Hezbollah n'aura plus de raison d'exister si les autorités libanaises, l'armée libanaise, est en mesure de pouvoir défendre son territoire. Mais aujourd'hui... Pourquoi Manuel Bompard regarde le seul H24? C'est vrai qu'il baisse les yeux. Hein. Mais le journaliste, il insiste sur faut-il désarmer le Hezbollah. Manuel Bompard, il refuse le piège et remet les choses à l'endroit. Les morts au Liban, c'est 2000 morts. Je crois qu'il y avait même le nombre de morts sur le bandeau de France Télévisions. Sous les bombes israéliennes. Il n'y a pas de bombes du Hezbollah qui tombent sur les Libanais. Non, c'est Israël qui tue les Libanais. Donc le journaliste qui tente de forcer Manuel Bompard à répéter le narratif israélien, même lui il l'a dit, faut pas tomber là-dedans les mecs. Aujourd'hui, on va pas dire que Israël détient la vérité quand même. Pitié genre. Il y a eu plein de moments où Israël ont menti sciemment, ont commis des dingueries. Si nous, Français, journalistes français, on récupère le narratif israélien, on est foutus, frère. On est foutus. On parle même pas des 2000 morts libanais. On parle même pas des bombardements, juste le Hezbollah. Est-ce qu'il faut désarmer le Hezbollah? Le piège, il est énorme. Parce que là, si Manuel Bompard il dit non, il ne faut pas désarmer le Hezbollah, mec, heureusement qu'il n'est pas tombé dans le piège. Hein. Donc là... Encore une fois, masterclass de Manuel Bompard, de ne pas se soumettre au narratif israélien, parce que oui, Israël impose son histoire sur nous, Français, il a raison de ne pas tomber là-dedans. Et vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais hier, le chat, quand il y avait la chute de CNews. La chute de CNews, elle est liée aussi au fait que les téléspectateurs français en ont marre de un son de cloche. Tu répètes une parole, il n'y a pas de contradiction, on n'a aucun moyen d'aller se poser des questions. Parce que le but du journalisme, c'est de faire en sorte que le téléspectateur se pose des questions, s'informe. À côté de l'information principale, il s'informe ensuite à côté. Vous voyez ce que je veux dire?
France Info, ils font la même chose au final. France Info, ils font la même chose. Ils récupèrent le narratif israélien. C'est des golemons, frère. C'est des golemons. C'est une forme de guerre, la manipulation de l'information. Mais bien sûr que c'est une guerre. C'est même une guerre terrible, les amis. Hein. C'est une guerre terrible, la vérité. Hein. La vérité versus le mensonge. Ah, c'est difficile, hein. Le Premier ministre Sébastien Lecornu dément à ce stade, mais vous prétendez toujours aujourd'hui à la France Insoumise que la France vend des armes à Israël? Ah bah c'est pas juste, je le prétends. Il y a quelques semaines. La France ne vend pas d'armes à Israël. Hein. Oui, je sais, il a dit ça à plusieurs reprises. Sébastien Lecornu qui a cité un tweet de Mathilde Panot. Non, la France ne vend pas d'armes à Israël. Nos livraisons sont connues. Des composants strictement défensifs, notamment pour le dôme de fer et d'autres destinés à être réexportés vers des pays tiers, dont la France. Cela a toujours été dit. Attends, je vais écouter Manuel Bompard. Il y a eu de nombreux articles strictement défensifs. Ah, bah donc c'est plus tout à fait la même version déjà. Et je rappelle qu'il y a 2 semaines environ, le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait renoncer à acheter des armes à la France. Annonce du gouvernement israélien. Oui. Donc s'il renonce à acheter des armes à la France, c'est peut-être qu'il en a acheté, non? Donc Voilà. c'est pareil, vous soupçonnez le Premier ministre de mentir dans cette affaire? Bah, je pense que le Premier ministre ne dit effectivement pas toute la vérité. Et d'ailleurs, ça c'est assez largement documenté par un certain nombre de vos collègues journalistes qui ont produit des enquêtes, qui ont retrouvé des expéditions. Il y a eu des mobilisations sur des cargaisons qui partaient, par exemple, je le sais en tant que député des Bouches-du-Rhône, du port de Fos. Et d'ailleurs, il y avait eu une mobilisation des dockers à On ne sait l'époque. pas ce qu'il y avait dans ces bateaux. C'est pas vrai, mais qui avait dit qu'ils ne chargeraient pas ces cargaisons qui fournissaient du matériel militaire à l'armée israélienne. En un mot, vous demandez quoi très concrètement ce matin sur France Info? Un moratoire, une suspension totale, une commission d'enquête? Sur les armes, Oui. je demande que la France arrête de livrer quelque équipement militaire que ce soit à une armée et à un gouvernement dont, je le rappelle, le Premier ministre est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité. Je veux dire, ça serait n'importe quel autre pays dans le monde que tout le monde trouverait ça absolument hallucinant que la France continue à livrer des armes à un gouvernement et à une armée dont le Premier ministre est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais il a raison, désolé. Le Premier ministre ment sur les ventes d'armes à un gouvernement sous mandat d'arrêt international, les amis. Donc là, vous allez me dire, armes défensives, c'est rien, c'est tranquille. Même, on fait du commerce avec un gouvernement sous mandat d'arrêt. Si c'était n'importe quel autre pays, genre la Russie, Iran, Corée du Nord, ce sera la une pendant plusieurs semaines, les amis. Là, quand c'est Israël, c'est silence radio. Pourquoi? Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux, les mecs. Vous imaginez? On apprend que la France livre des composants, même défensifs, à la Russie. Imaginez le chat. Pareil pour l'Iran. Mediapart déterre une affaire, le gouvernement français livre des armes des composants de type défensif au régime iranien, blablabla. Mais ça aurait fait un scandale, mon gars. Ça aurait fait un scandale. Israël a des passe-droits d'enculés en France, genre. On prend trop de pincettes face à ce régime criminel. On prend trop de pincettes. Le capitalisme, frérot, non, mais là, on est... Ok, je vais pas l'entendre, le capitalisme. Mais le capitalisme aussi, la France pouvait très bien livrer des armes à la Russie. La France pouvait très bien livrer des armes à la Corée du Nord, à l'Iran, à d'autres pays en guerre aussi. Non. La France ne l'a pas fait parce que, vas-y, ok, le droit international et tout, mais quand ça touche Israël, le droit international, ça marche pas vraiment, genre. Quand c'est Israël, ça marche pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Qui manque dans le budget, eh ben, il y a différentes manières d'aller les chercher. Et on n'est pas obligé de passer... Quelles économies proposez-vous? On peut aussi produire des nouvelles recettes. Lesquelles? Je sais pas, par exemple, dans cette situation de crise, puisque manifestement c'est à cause de la guerre et de ses conséquences économiques qui manquent ces 4 milliards, c'est pas la crise pour tout le monde. Et vous avez aujourd'hui des géants du pétrole qui font des super Des profits profits de fou. gigantesques. C'est 12 millions d'euros par jour Vous pensez à Total? en particulier. Et donc, s'il faut régler 4 milliards d'euros parce que cette situation, elle produit un manque à gagner 12 pour les millions de recettes de l'État de profits par 4 jour. milliards d'euros, eh ben, on peut aller trouver au moins ces 4 milliards, voire bien davantage, dans les super profits des grands groupes pétroliers. Effectivement, le Financial Times affirme que Total a acheté en mars la quasi-totalité des cargaisons de pétrole et que cette activité de négoce, ce trading, lui aurait rapporté 1 milliard. Bon, Total il y a n'a ni déjà un confirmé milliard, ni vous démenti. voyez, plus les marges dont tout le monde dit aujourd'hui, tous les analystes, ouais. qu'elles ont été multipliées par 4. Le Financial Times a fait un article sur Total, c'est pas n'importe quel journal d'ailleurs. Hein. Total a acheté la quasi-totalité des cargaisons en mars, donc 1 milliard. Ils font 12 millions de profits par jour. Le gouvernement dit qu'il manque 4 milliards dans le budget. Et Total les fait en 11 mois, c'est tout. Putain, mais waouh. Ah ouais, c'est fort quand même. Hein. Ça fait combien de subs, 12 millions? Je sais pas, frère.
Je savais pas. Personne ne dit rien. Moi, ça me scandalise. Vraiment, ça me scandalise. L'État français qui préfère couper dans l'éducation plutôt que de toucher à ses copains pétroliers. Voilà ce que ça donne, les mecs. Hein. C'est scandaleux, genre. Un peu stupéfiant que personne ne sache que par exemple aujourd'hui dans les départements et territoires d'outre-mer il y a des marges encadrées. Alors les auditeurs de France Info le savent parce que Mathilde Panot l'a dit ici même, sauf que derrière le ministre de l'économie il veut dire que les préfets encadraient quand même ces prix en fonction des prix du marché, donc c'est pas si bloqué que ça. Non, mais il y a l'encadrement des marges, pas des prix en l'occurrence dans les départements et territoires d'outre-mer. Mais regardons ce que ça a produit. Tout au long du mois de mars par exemple les prix de carburant n'ont pas augmenté dans les départements et territoires d'outre-mer parce que les marges ont été encadrées et donc il n'y a pas eu des effets d'aubaine que vous pouvez avoir eu aujourd'hui dans l'Hexagone. Notre proposition... Ah mon gars, tu mets de l'essence à 2,50€ en Martinique. Je sais pas si c'est capé à 1,99€. Je sais pas, faudrait que j'appelle ma mère pour me renseigner. Que j'ai perdu un petit peu le fil des carburants en Outre-mer. Mais si tu mets si tu mets l'essence à 2,50€ en Martinique, même en Guadeloupe, ça va être la merde. Ça va être la merde, gros. C'est d'encadrer les marges et c'est tout à fait possible de le faire. On l'a déjà fait en France, il y a un certain nombre d'autres pays européens qui le font pour fixer un prix. Alors justement, à quelle échelle on agit? La France a saisi la Commission européenne sur cette histoire de marge de raffineurs. Est-ce que c'est à cette échelle-là qu'il faut agir maintenant? Non, la France a demandé à la Commission européenne une enquête sur les marges des raffineurs. Bon, très bien, mais c'est une manière encore de gagner du temps. C'est-à-dire, en fait, depuis le début de cette crise, le gouvernement gagne du temps en permanence. Donc, il lance des enquêtes, il fait des contrôles. Mais en fait, à quel moment décide-t-il d'agir? Et pour agir, il n'y a pas besoin d'avoir le résultat d'une enquête sur les marges des raffineurs. On a déjà les éléments, on a déjà les chiffres. Ces marges, je vous l'ai dit, elles ont été multipliées par 4 depuis le début de la crise. Donc, vous prenez une décision nationale. D'ailleurs, un certain nombre d'autres pays l'ont fait. Vous fixez le prix du carburant. J'ai un coca ou quoi? On propose de le mettre, par exemple, pour le diesel à 1,70 €. Et ça fait à peu près 50 centimes d'économie. Et dans ces 50 centimes d'économie, en vérité, il y en a 40 centimes qui seront du manque à gagner pour les marges des raffineurs et des producteurs. Et les 10 centimes restants, c'est que si vous baissez le prix, il y a 10 centimes de TVA en moins. Et donc, vous permettez de soulager immédiatement la difficulté pour les Françaises et les Français. Vous ne faites pas payer le budget de l'État et vous faites payer ceux qui en profitent de cette situation et qui s'en mettent plein les poches. Ça me paraît une position et une décision donc assez élémentaire. La baisse de la TVA et des taxes sur... En plus, moi, ce qui me rend fou, c'est que tu vois, les journalistes, ils te disent à chaque fois que bloquer les prix, c'est impossible. Ça a déjà été fait en France dans les années 90, début 2000, pendant le Covid, etc., avec le gel hydroalcoolique. Aux Antilles, à La Réunion, en Guyane, il n'y a eu aucune pénurie. Pourquoi ce qui marche là-bas ne marcherait pas ici en France ? Hey les gars, je veux bien que la Martinique, ça soit aussi la Hesse, les Antilles, Outre-mer, etc., mais la France métropolitaine, c'est la même chose aussi. Ils savent qu'en Martinique, ils savent qu'aux Antilles, ils risquent de retourner les îles et retourner les intérêts français si ça ne baisse pas les carburants, si ça ne bloque pas les prix. Par contre, ici, on arrive à se faire mater, les mecs. Hein. On arrive à se faire mater, on est docile, hein. On est docile, mon gars. Ah ouais. Moi, tout ce que je retiens, c'est que les politiques de Macron privilégient Total sur les Français de métropole, c'est tout. C'est comme ça. Pas que je l'appelle, mais pour la clarté du débat public, ce serait bien. Parce que si la grande proposition du Rassemblement national, c'est de baisser de 1 centime par litre le prix du carburant, la belle affaire. La proposition qui est la nôtre, c'est de le baisser plutôt de 40 à 50 centimes. Ça soulagerait vraiment les Français. Julien Audoul était à votre place hier pour parler justement de la proposition du Rassemblement national. Et Julien Audoul a notamment été interrogé sur cette grande première. Le Rassemblement national et Jordan Bardella ont donc été reçus hier midi par le bureau exécutif du MEDEF. C'est inédit, jamais un dirigeant. Non mais je suis désolé, 1 centime les amis. Le parti anti-système, le parti du peuple, le grand défenseur des petits gens te propose 1 centime. À côté, t'as la France Insoumise qui propose 50 centimes. Le centime symbolique, exactement. Mais... What the fuck? Wesh. Du parti fondé par Jean-Marie Le Pen n'avait été reçu officiellement par la première organisation patronale française. On écoute Jordan Bardella à la sortie de son déjeuner hier. Les échanges étaient parfaitement courtois et je me réjouis qu'on puisse, à quelques mois d'échéances électorales qui vont être absolument majeures pour l'avenir de la France, confronter le cap nécessaire pour le pays et les besoins de l'économie française. On ne sait pas trop ce qui s'est dit lors de ce déjeuner. Est-ce que vous aussi, vous avez reçu votre carton d'invitation, comme le dit le MEDEF? Ah oui, le MEDEF nous a aussi invités à nous rencontrer. Et moi, vous savez, je me suis rendu à la fin de l'été dernier à l'université d'été du MEDEF. Moi, j'ai pas de problème à discuter avec tout le monde pour présenter. Donc vous irez vous aussi déjeuner avec le MEDEF? On verra si on peut répondre favorablement. On verra. Mais pourquoi pas? Enfin, on n'a pas de problème à discuter. Mais là, en fait, il n'y a pas de date encore. Mon problème, la question, c'est pas vraiment celle-là. La question qui devrait interpeller tout le monde, c'est comment le Rassemblement national, sous l'égide de M. Bardella, petit à petit, aligne clairement ses orientations programmatiques sur les intérêts du MEDEF et en particulier sur les intérêts
Parce que contrairement à ce qu'on entend parfois, le MEDEF ne porte pas l'intérêt de l'ensemble des entreprises. Le MEDEF porte les intérêts des très grandes entreprises. Donc ce qui devrait, et ce que moi j'observe, c'est à quel point M. Bardella est en train de réaligner complètement les positions politiques du Rassemblement national sur les intérêts du grand patronat. C'est une discussion. Ah, mais il n'y a pas que la discussion, je regarde aussi les modifications programmatiques. J'ai entendu le nouveau conseiller spécial de M. Bardella dire qu'ils allaient renoncer à leur réforme des retraites. François Durvy. Ouais, il a dit, je vais renoncer, dans la situation budgétaire, il faudra qu'on modifie notre réforme des retraites. Donc ils sont en train de renoncer sur ce sujet. Je me rappelle à l'Assemblée nationale comment le RN a renoncé, par exemple, à revenir sur ce qu'on appelle la flat tax. Vous savez, c'est le fait que la fiscalité sur le capital soit fixe et soit pas progressive. Qui est une mesure d'Emmanuel Macron. J'entends le Rassemblement national petit à petit s'aligner sur les intérêts du grand patronat et par là même abandonner évidemment les salariés, mais aussi les petites entreprises, les artisans qui bien souvent souffrent aussi de la prédation des grands groupes. Donc ça, c'est une évolution politique et significative. Avant que Pierre... Ça, c'est le moment politique le plus important de la vidéo, les mecs. On voit, mais ça, c'est, encore une fois, c'est des preuves. On a des preuves de tout ça, les amis. Bardella qui renonce à sa réforme des retraites pour plaire au MEDEF. Le RN qui a voté contre l'abrogation de la flat tax, cadeau fiscal aux ultra-riches. Alignement total sur les intérêts des ultra-riches. Vous voulez faire quoi avec des gens comme ça? Le parti anti-système, il n'existe pas, ce n'était qu'un slogan, les mecs. Ce n'était qu'un slogan. Le RN n'est pas intéressé par les petits gens. C'est pas le parti des travailleurs. C'est pas le parti des ouvriers. Il n'a jamais été le parti des ouvriers, les gars. Et maintenant, il l'assume plus ou moins. La preuve, il renonce à sa réforme des retraites. Voilà. Voilà. Il va manger chez le MEDEF, tranquillement. Il renonce à la retraite à 60 ans, 62 ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, quand il avait expliqué durant les législatives, il était un petit peu perdu sur l'explication de la réforme des retraites. Il protège les dividendes. Mon gars, si tu votes RN en 2027, pour défendre ton pouvoir d'achat, tu vas te faire avoir, hein. Tu vas te faire avoir comme en 2017 avec Emmanuel Macron. Tu vas te faire baiser, genre. Tu vas te faire baiser. Bardella dîne avec des grands patrons, il sert une princesse. Mais les gars, c'est pas des mecs anti-système. Mais peut-être que les gens, peut-être que les Français vont finir par ouvrir les yeux à partir de septembre jusqu'à la présidentielle en avril. Peut-être il y aura des Français qui vont se dire « Ah, merde, mais je suis con ou quoi? Faut pas que je vote pour Bardella, moi !» Tu crois, Dofla? Non, j'y crois pas. J'y crois pas, les gars. Je n'y crois pas. Dans la campagne présidentielle, et notamment, on a une procédure d'investiture qu'on mettra en place dans les prochains mois, et vous verrez quand, pour il n'y a pas un suspense formellement dans la campagne. Ce sera lui le candidat, vous pouvez nous le dire. Mais vous le verrez, il y a une procédure d'investiture. Moi, vous avez un seul autre nom à nous soumettre? Mais non, mais j'ai pas d'autres noms à vous soumettre. Moi, j'ai déjà dit qu'en ce qui me concerne, et je crois que c'est largement partagé au sein de la France Insoumise, il me semble évident que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le meilleur candidat pour la France Insoumise. Et je pense que c'est le seul aujourd'hui qui est en mesure de qualifier la gauche au second tour et même de battre l'extrême droite. Bon, par la question qui est fériée pour les femmes. Le pressing, on attend les mecs, hein. On attend. Mélenchon est le seul aujourd'hui qui est en mesure de qualifier la gauche au second tour et même battre l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que ça va être Jérôme Gage? Pas du tout. Est-ce que vous pensez que ça va être Glucksmann? Pas du tout. Ah, mais franchement, les journalistes, ils cassent les couilles. Attendez, moi je suis pressé. J'avoue que je suis un peu pressé parce que Mélenchon, pour une fois, c'est la première fois qu'il annonce aussi tard. C'est la première fois qu'il annonce aussi tard sa candidature. Je ne sais pas s'il va vraiment le faire. Est-ce que c'est Emmanuel Bompard qui va y aller? Mais plus on avance, plus on a le sentiment que ça va vraiment être Mélenchon qui va partir à sa dernière course, les mecs. Hein. Je pense que ce sera sa dernière course. Ils passent leur temps à dire que Mélenchon n'a aucune chance et en même temps ils sont terrorisés à l'idée qu'il passe. À chaque fois ils posent la question de est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va le faire.